Du 23 au 28 mars 2026, La semaine de la presse et des médias dans l'école invite l'information au cœur des classes. grâce à l'engagement des enseignants et des médias, Des millions d'élèves participent à des ateliers rencontres et projets médiatiques pour apprendre à décoder le monde de l'information. et développer leur esprit critique. S'informer, ça s'apprend. La semaine de la presse et des médias dans l'école, Un rendez-vous du Clémy pour le ministère de l'Éducation nationale. Bonsoir à toutes et tous. Soyez les bienvenus. On est ravis de vous accueillir pour cette conférence sur les menaces mondiales qui pèsent sur l'information locale et le combat que mènent les médias de proximité pour vous informer. Quand on parle de risques liés au journalisme, on pense bien sûr aux reporters de guerre ou encore aux pays totalitaires où les dictatures censurent les journalistes. Mais pas besoin d'aller bien loin pour trouver des journalistes injuriés, voire tabassés, ou des rédactions mises sous pression. Les menaces sur l'information de proximité sont de plus en plus inquiétantes. Elles prennent de nouvelles formes qui ont autant de dangers pour nos démocraties. C'est ce qu'on verra tout au long de la soirée. Cette soirée est proposée par Radio France et Reporters sans frontières. Elle s'inscrit dans le cadre de la semaine de la presse et des médias dans l'école. Merci d'accueillir Agnès Varamian, directrice de l'information de Radio France et directrice de France Info. Elle est accompagnée de Serge Barbet, directeur du Clémy, le Centre pour l'éducation aux médias et à l'information. Merci de les applaudir. Bonsoir à tous et bienvenue à la Maison de la Radio. Alors c'est vrai qu'il n'y a pas que sur les terrains de conflit dont vous entendez beaucoup parler sur nos antennes que Radio France se doit de protéger les journalistes. Il y a aussi en France, sur le terrain de la proximité, qui est l'une de nos grandes missions d'information. Il est salutaire ce soir que vous en parliez, que vous en débattiez et que vous disiez haut et fort les menaces qui pèsent sur nos confrères dans le monde et aussi près de chez nous, près de chez vous. Alors la responsabilité de Radio France, c'est bien évidemment, quand une équipe s'en va sur un terrain de conflit, eh bien de lui donner des gilets pare-balles, des consignes, de lui donner de la formation, de l'obliger à porter des trackers. Vous savez qu'il les situe 24 heures sur 24 dans les zones de guerre. De faire en sorte que nos équipes soient le plus en sécurité possible, alors que les belligérants, ou certains d'entre eux, voudraient les éloigner ou même les faire taire. Empêcher que les journalistes témoignent de ce qu'ils voient, de ce qu'ils entendent, c'est aussi au plus près de nous les intimidations, les pressions subies par nos confrères en région. Et c'est vrai, vous l'avez dit Antoine, certains sont bousculés, secoués, insultés dans les manifestations. Et c'est désormais courant, harcelés via les réseaux sociaux. C'est inadmissible. Et vous, les citoyens, vous devez le dire avec nous, les journalistes. C'est inadmissible et nous devons réagir à chaque fois. Alors à Radio France, nous avons tout un arsenal de mesures que nous déployons. La première chose, c'est que peut-être avez-vous été dans des manifestations, avez-vous vu des journalistes sous escorte qui sont protégés par des gardes du corps? Dans quel pays? Ou bien vous, en tant que Français, pensiez-vous un jour voir ça? Moi, j'ai commencé ma carrière il y a 35 ans et ce n'était pas le cas. Nous accompagnons aussi les plaintes. À chaque fois, à chaque agression physique, nous accompagnons nos journalistes qui doivent nommément aller au commissariat déposer plainte contre leurs agresseurs. Et enfin aussi, nous offrons une assistance psychologique parce que les insultes marquent. C'est un engagement très fort de notre maison et que j'avais envie de partager avec vous ce soir. J'aimerais aussi que ce soir, vos paroles arrivent jusqu'en Algérie et soient entendues là-bas. J'ai connu des confrères otages et je sais l'importance de parler et de parler encore d'eux sur les ondes, partout, pour espérer qu'ils vous entendent, qu'ils nous entendent. Alors, cette soirée est dédiée à Christophe Glaise, notre journaliste sportif, condamné à 7 ans de prison en Algérie injustement et dont nous demandons la libération immédiate.
Bonsoir à toutes et à tous. Merci Agnès. Merci à Radio France dans son ensemble pour cet accueil, pour l'accueil de cette soirée dans le cadre de cette 37e semaine de la presse et des médias dans l'école. Alors, il n'y a pas aujourd'hui de liberté d'informer possible sans une éducation aux médias et à l'information partout et pour tous. Tout simplement parce que nous sommes dans ces sociétés numériques où avec les réseaux sociaux, les plateformes, effectivement, l'information est dérégulée, elle circule et elle met en concurrence l'information fiable et de qualité. Or, l'information est pour nous extrêmement importante. Je dis pour nous, je dis pour vous, je dis pour nous tous, citoyennes et citoyens, parce que l'information n'est pas un bien de consommation comme un autre. C'est ce qui fonde le socle de nos démocraties, c'est ce qui garantit nos libertés. Donc, quand un journaliste est emprisonné, quand il est entravé dans son métier, quand un média est attaqué, quand à l'autre bout de la planète, on assassine, on tue des journalistes et qu'ici, en France, on refuse dans des séquences électorales de débattre avec un adversaire politique parce qu'on ne partagerait pas les mêmes idées, eh bien, tendez bien l'oreille. Parce que toutes ces menaces, en fait, elles s'adressent à vous. Elles s'adressent au futur des sociétés dans lesquelles nous voulons vivre et elles menacent directement vos propres libertés, nos propres libertés. Donc je suis extrêmement fier, extrêmement heureux que cette 37e semaine de la presse et des médias dans l'école batte son plein partout avec des enseignants, des professionnels de l'information et des médias qui se mobilisent partout en France, sur le territoire, mais également à l'étranger. C'est la force aujourd'hui de nos démocraties. Soutenons effectivement cette éducation aux médias et à l'information, soutenons tous les efforts de régulation et exigeons effectivement de nos sociétés qu'elles protègent le droit de la presse, la liberté d'informer qui est notre liberté à toutes et à tous. Je vous remercie. Merci infiniment Agnès, merci Serge, merci à tous les deux. Alors, que risquent nos démocraties quand l'information locale est menacée? Quelle forme prend cette menace? Quelles conséquences pour le lien social et l'engagement citoyen? Et existe-t-il des remparts, voire des solutions? Autant de questions que nous allons poser à nos invités. Camille Labrousse, bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Vous êtes rédactrice en chef de Ici Vaucluse. L'information locale, c'est votre quotidien. Vous allez nous raconter comment vous et vos équipes vous résistez tant bien que mal à cette pression. Laurent Guimier, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur du réseau Ici, c'est-à-dire de nos 44 locales. Laurent, ça représente combien de journalistes sur le réseau Ici? Alors, 44 locales et 444 journalistes, c'est facile à retenir, voilà, qui sont répartis équitablement sur tout le territoire et qui sont là pour couvrir l'info locale où qu'elle se passe. C'est énorme, 444 journalistes, ouais. C'est aussi la puissance du service public pour délivrer une info fiable, une info locale. On verra notamment avec vous quelle réponse peut apporter l'audiovisuel public justement face à cette menace. Cette menace ne se limite pas à la France, elle a déjà touché les États-Unis avec des conséquences inquiétantes. C'est ce que vous allez nous expliquer, Pierre Aski. Les auditeurs de France Inter vous connaissent bien, vous éclairez l'actualité internationale tous les matins à 8h17. Vous êtes aussi le président de Reporters sans frontières. Et à côté de vous, pas loin de vous, quelqu'un que vous connaissez bien, Thibaut Brutin, bonjour. Bonsoir. Vous êtes le directeur général de Reporters sans frontières. Vous venez justement de publier un rapport préoccupant sur la situation de l'information de proximité en France. Voilà, vous pouvez nous le montrer. Pub. Voilà, dites-nous le titre. France, information locale. En première ligne. Voilà, donc vous pourrez récupérer, si ça vous intéresse, quelques exemplaires de ce rapport qui est fort instructif. Je vous précise qu'à la fin de cette table ronde, on fera circuler des micros dans la salle afin que dans le public, vous puissiez poser des questions à nos invités. N'hésitez pas à réfléchir là-dessus dès à présent et à la fin, vous pourrez poser toutes les questions sur ce sujet. On commence par un rapide tour de table. En quelques mots, expliquez-nous pourquoi les médias de proximité sont essentiels à la bonne santé d'une démocratie. Thibaut Brutin, commencez. Parce que je pense que c'est d'ailleurs ce que Serge disait à sa façon sur l'information et le rôle que vous pouvez entretenir, c'est que le journalisme et la liberté de la presse sont intimement liés au droit à l'information des citoyens. Et donc les citoyens ont un besoin de représentation de leur réalité dans les médias, sinon ils vont se sentir abandonnés, ils vont sentir une sorte de premier
accès à une forme de silence démocratique. Et c'est pour ça que c'est fondamental d'avoir accès à la représentation de votre réalité dans les médias, quels qu'ils soient. Laurent Guimier, votre définition? La définition, c'est ce que vient de dire Thibault aussi, être un peu les journalistes du dernier kilomètre ou de la première heure, je ne sais pas comment dire, c'est extrêmement important parce qu'on est à portée de micro avec l'information telle qu'elle se passe, mais on est aussi à portée de vue, de critique, mais aussi d'échange avec nos publics. Et ça, c'est assez rare de pouvoir être, j'allais dire, d'incarner physiquement le journalisme dans la réalité de la vie quotidienne des Français. Donc ça nous oblige aussi, et on en parlera, à se comporter de la façon la plus digne qui soit, mais aussi responsable, de savoir s'éloigner de ses sources aussi quand on en a besoin. Et donc en cela, je pense qu'on a un devoir d'exemplarité totale, parce qu'on est sous le regard, sous les yeux de nos publics. On les connaît physiquement en fait, et eux nous connaissent physiquement. Camille Labrousse? Je pense que la meilleure réponse à votre question, Antoine, c'est d'expliquer ce qu'on a fait pour les élections municipales. Là où les médias nationaux se sont concentrés sur les grandes villes, donc Paris, Marseille, Lyon et Lille, etc., eh bien nous, on va s'intéresser aux moyennes communes, enfin aux villes moyennes. Donc sur mon territoire, ça veut dire Avignon, Carpentras, Orange ou Cavaillon, mais aussi aux petites communes, dans les zones périurbaines, au fin fond du Luberon, au pied du Ventoux, etc. On va donner la parole aux candidats pour qu'ils nous expliquent quelles sont les grandes propositions de leur programme. Et puis surtout, on va donner la parole aux habitants pour qu'ils nous expliquent quelles sont leurs revendications, leurs besoins, leurs espoirs aussi parfois, pour donner à entendre toutes les parties de ce pays. Je donne juste un chiffre, effectivement Camille a raison. On a diffusé 3000 candidats au municipal sur nos antennes pendant ces élections et quelques autres milliers aussi de paroles de citoyens. Et en cela, je pense que ça répond aussi à cette question sur la mission. Et j'ai fait le compte avant de venir. On est allé en reportage dans 22 villes et villages de notre territoire pour ces municipales. À chaque fois, on a donné la parole à tous les candidats parce qu'on est soumis aux règles que nous impose l'ARCOM sur l'égalité de temps de parole, et puis systématiquement aux habitants, qu'ils soient électeurs ou non électeurs. Merci beaucoup. Pierre Aski, avec votre regard sur l'international, sur le monde. Oui, justement, moi, je pense qu'il n'y a pas de grande ou de petite information. Moi, c'est vrai que je parle le matin sur France Inter des guerres, des conflits, de Trump ou de Xi Jinping ou de Poutine, mais ça n'est pas la seule information qui compte, et on sait très bien que les gens ont besoin aussi d'une information de proximité, de savoir ce qui se passe chez eux, et de demander des comptes aussi à leurs élus, à leurs institutions, par rapport à ce qui se passe sur leur territoire. Et ce rapport-là, il est très important. On exagère souvent quand on dit que la presse est le quatrième pouvoir, que c'est un contre-pouvoir. Je pense qu'elle n'a pas dans les institutions cette fonction-là, mais elle est considérablement importante pour que les citoyens aient la visibilité et la transparence de ce que font leurs élus, de ce que font les institutions autour d'eux et qui conditionnent leur vie. Donc voilà, moi je fais vraiment ce rapport entre l'information internationale que moi je traite et l'information locale, et je pense que les deux comptent dans la vie des gens. Et bien justement, on va rester sur ces deux plans, sur l'info locale à l'étranger. On va s'intéresser à un documentaire que Reporters sans frontières, que vous représentez Thibault et Pierre ce soir. Reporters sans frontières s'est intéressé à la situation des radios locales au Sahel. Vous avez produit un documentaire passionnant que l'on peut voir sur Arte. Dites-nous pourquoi vous avez fait ce focus sur cette région précisément. Parce que Reporters sans frontières s'intéresse aux journalistes qui sont dans une position aussi de résistance. Et quand vous voyez la situation dans les pays du Sahel, on voit que les médias internationaux ont largement disparu, que les médias nationaux sont passés sous la coupe des juntes ou ont arrêté de couvrir ce qui se passait dans les territoires. Et les radios communautaires sont celles qui sont passées, je dirais, entre les mailles du filet. Et elles incarnent cette information du quotidien, ce réseau social, je dirais, par essence, que peut être le journalisme. Et on voulait raconter le dilemme de tous les jours de ces journalistes qui travaillent avec une humilité qui est évidente, avec des moyens d'une modestie
qui sautent aux yeux quand vous regardez le documentaire. Et ils sont pris entre deux feux, entre un pouvoir central qui va essayer de contrôler leur récit, des groupes armés qui font pression sur eux. Et donc c'est ça que raconte ce film. Pierre, en quelques mots, pourquoi le Sahel ? Parce que c'est une zone qui a subi depuis un peu plus d'une décennie maintenant un choc absolument considérable, à la fois par les attaques djihadistes, c'est le contre-coup de ce qui s'est passé en Libye et qui a déstabilisé toute cette région, mais aussi de ce qui s'est passé avec la prise du pouvoir par des juntes militaires. Et l'information dans ce contexte-là, c'est la clé, parce que tous les acteurs de ces psychodrames locaux veulent contrôler l'information. Et les journalistes sont pris entre tous les feux avec une seule exigence pour eux qui est d'assurer la qualité de cette information et d'être les plus distanciés possibles, aussi bien des gouvernements que des groupes armés. Et c'est un enjeu absolument colossal pour les citoyens de savoir ce qui se passe dans leur propre pays. Et justement, je vous propose de découvrir 2 extraits de ce documentaire. Vos équipes ont suivi 3 journalistes de radio communautaire. Ils viennent du Burkina Faso, du Mali et du Niger. Sur le Mali, Niger, Burkina Faso. Là, c'est la patrie où la la caméraman. Fatih, Ousmane et Adama sont journalistes. Ils dirigent des radios communautaires. Réunis pour la première fois, ils se retrouvent à Dakar pour partager leur expérience d'un métier qu'ils exercent dans l'une des régions les plus dangereuses du monde, le Sahel. « 2012, le nord du Mali bascule dans le chaos. Des groupes armés, dont certains affiliés à Al-Qaïda, à l'État islamique ou au Mouvement national de libération de l'Azawad, prennent le contrôle de vastes territoires, imposant leurs lois dans un climat de terreur. Face à cette menace, des forces régionales et internationales, dont l'armée française, se déploient au Sahel. Durant presque une décennie, et malgré la présence de troupes internationales, l'influence de bandes armées, parmi lesquelles des groupes djihadistes, va continuer à s'étendre jusqu'au Burkina Faso et au Niger. Les attaques terroristes contre les civils, dont les journalistes, se multiplient et plus de 5 millions de personnes doivent fuir la zone. De 2020 à 2023, 3 coups d'État successifs portent des juntes militaires au pouvoir à Bamako, Ouagadougou et Niamey. Les forces internationales encore présentes doivent partir. Prise en étau entre les groupes armés et des juntes liberticides, la presse nationale est muselée et soumise à un traitement patriotique de l'information. La diffusion de certains médias internationaux est désormais interdite et les correspondants étrangers quittent la zone. Mais une voix résiste encore, celle des radios communautaires. On le voit, la situation au Sahel est extrêmement compliquée. Je vous propose de découvrir un peu mieux le travail de Fatih Amadou Ali, qu'on a aperçu au début du premier extrait. Elle est journaliste nigérienne à la radio Tapoa. Donner une place aux femmes et lutter contre les stéréotypes de genre est également un enjeu majeur pour les radios communautaires. Fatih profite de son séjour à Dakar pour en discuter avec Koumbaba, journaliste sénégalaise et militante féministe. Généralement, c'est quel type de thématique vous développez dans vos radios? Ouais, moi, c'est sur les femmes et le développement. Des émissions comptables et débats sur la contribution de la femme dans la société, la leadership. On faisait des émissions sur les jeunes. Pas mal d'émissions, quoi. Est-ce que vous avez des femmes qui s'engagent en politique? Au début, chez nous, il y a seulement une seule femme qui est conseillère dans le département. Il y a une seule femme. Mais après des thématiques qu'on a fait, là où il y a les dernières élections, là, nous avons eu à énumérer jusqu'à 6 femmes qui ont pu rentrer dans notre département. Ce qui a fait que ça marchait parce que maintenant, les femmes vont lutter pour avoir les droits de notre région. Dans la commune de Saï, les femmes autant que les hommes sont engagés à apporter un changement positif aux populations à travers une pleine implication dans la gestion de la municipalité. Pour faire une émission, il faut qu'il y ait recherche
d'abord pour savoir est-ce que cette problématique-là, c'est réel. Si c'est réel, l'angle du traitement, est-ce que c'est utile à la population? Les mariages forcés des jeunes filles, ça se passe au Niger, c'est fréquent, c'est beaucoup fréquent. Donc, on faisait des conférences de rédaction pour trouver dans quel village ça se passe, jusqu'à ce qu'il y a des témoignages, il y a des gens qui témoignent que c'est réel. On peut trouver même la femme victime qui s'exprime, vous voyez. On remarque que les filles sont moins inscrites à l'école. Les hommes sont beaucoup. Donc, c'est dans ça qu'on a fait des thématiques pour contribuer à ce genre de missions, pour contribuer au développement local de la femme, des jeunes. Donc là, l'enfant va se retrouver pour dire aux parents, là, je vais aller à l'école, parce que j'ai entendu aller à l'école, ça fait du bien, ça fait ceci, cela. Ouais. Merci d'être avec nous sur ce plateau de la Petite École. L'émission de la Petite École, c'est chaque samedi de 10h30 à 11h et quelques sur la radio Voix de la Tapoua. Comment t'appelles-tu? Je m'appelle Kamfine Pakandi. Kamfine, tu vas faire récitation bien continue. Oui. Bonjour Madeleine, comment va mardi? Très bien mercredi. Dites à Madé jeudi de venir vendredi, danser samedi dans la salle de dimanche. Applaudissez pour Kamfine. Comme vous le savez, dans l'émission La Petite École, il y a des chants en gourmandement, en germain, en hausa, en français, en perse si possible. Parle-moi un peu du Niger. Comment, en tant que femme, comment vous évoluez au sein des médias? En tant que femme au Niger, quand tu sors sur le terrain, il y a le harcèlement sexuel est là. Il y a le harcèlement en tant que tel, surtout quand nous sommes dans des zones insécuritaires. Chez nous, les femmes sont vraiment, les journalistes sont vraiment rares. C'est pas comme chez vous, quand on voit à la télé, à chaque fois, ce sont des femmes. Vous voyez, même chez nous, quand tu es féministe, là, tu es écartée. Je pense que les défis, ils sont également énormes chez nous. Hein? La femme, voilà, qui veut être au même niveau que les hommes, c'est problématique. On te rappelle que c'est toi qui dois faire la cuisine. On te rappelle que c'est toi qui dois t'occuper de ton mari. Donc, du coup, la femme fait face à d'énormes difficultés. Moi, je les appelle des obstacles. Mais on se bat quand même. On se bat et... Nous sommes tous dans les mêmes bateaux, quoi. L'Union des radios communautaires du Sénégal, qui regroupe plus d'une centaine de médias associatifs, est un passage obligé pour Fatih, Adama et Ousmane. L'occasion de partager leur expérience, mais aussi leur envie d'un avenir plus apaisé. Bonjour. Est-ce que vous pouvez revenir un petit peu sur la quintessence de votre venue au niveau de l'Irak? Nous sommes venus ici pour un partage d'expérience, pour qu'au retour dans nos pays respectifs, qu'on puisse au moins se mettre vraiment ces expériences-là à la disposition de nos radios. Donc, nous sommes venus dans ce sens-là. Nos communautés aujourd'hui, au Burkina, au Mali et au Niger, ont soif de paix. Parce qu'il faut d'abord la paix pour au moins bâtir un développement. Là où tout semble se déchirer, ces journalistes ont trouvé une manière de résister autrement. Tant que les radios diffuseront quelque part au Sahel, l'information circulera, et avec elle, l'espoir d'un dialogue, d'une paix possible et d'une société qui continue de s'exprimer. En un mot, la radio, je dirais espoir. Quand on a perdu l'espoir, on a tout perdu. Sans la radio, le développement local est nul. Sans la radio, il n'y a plus d'information. Sans la radio, il n'y a plus d'éducation. Sans la radio, c'est comme si on est mort, quoi. La force d'une radio communautaire, c'est les communautés. Et nous, on l'a. Vous pouvez le voir, des journalistes y ont laissé leur vie parce qu'ils étaient justement en train de faire leur métier. Vous pourrez retrouver ce formidable documentaire dans son intégralité sur Arte. Et on a le plaisir de retrouver en duplex Fatih Amadou Ali. Bonjour Fatih. Est-ce que vous nous entendez?
parce que vous êtes très 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 loin. Bonjour. Oui, je vous entends. Bonjour. On va vous applaudir. Bravo. Merci. J'espère que vous entendez bien les gentil. applaudissements qu'on vous réserve, Fatih, parce que merci infiniment d'être là, parce que c'est très compliqué pour vous de faire cette liaison avec nous. On ne peut pas dire où vous êtes pour des raisons de sécurité. Fatih, à la fin de l'extrait qu'on vient de voir, vous dites cette phrase très forte, « Sans la radio, c'est comme si on était mort ». Pouvez-vous nous dire quel est ce rôle vital que jouent les médias de proximité dans la vie quotidienne des populations du Sahel ? Merci beaucoup. Je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui. Et pour s'exprimer, c'est une joie immense pour moi de vous dire ce que nous vivons, la radio. Je dis ça, la radio, c'est comme si on est mort. Vous savez, chez nous, nous sommes dans une zone rurale où les gens n'ont pas accès à des informations, surtout la télévision. Donc, c'est la radio. La radio qui est avec eux, qui fournit des émissions de qualité, des émissions qui sont utiles à la population parce que nous sommes dans des zones de proximité. Donc, c'est pour les gens qui vivent, qui sont proches de nous, qui sont dans des difficultés, qu'il faut les informer. Vous savez, maintenant, il y a les fake news qui est là. Donc, quelqu'un qui est dans une zone rurale, qui est dans un village, qui ne sait pas ce qui se passe en ville, donc c'est nous qui vont fournir des émissions de qualité. Les gens-là ont accès à l'information. Raison pour laquelle je dis ça, la radio. Oui. Fatih, je suis désolé, la liaison est très fragile. Donc, je vais vous poser une question. Pour vous, quelle action serait prioritaire pour renforcer durablement, justement, les médias dans la région du Sahel? Qu'est-ce qu'il faut faire, d'après vous? Oui, d'avoir d'abord sensibiliser les journalistes qui sont dans des zones d'insécurité. Comment y prendre en allant chercher les informations dans des zones où nous, et parfois, nous avons besoin de renforcement de capacités comme sensibilisation. Et nous avons aussi des moyens numériques et Fatih, je suis désolé, la liaison est trop instable et trop fragile. On tente une dernière question. Est-ce que vous m'entendez? Non, je crois qu'on va devoir vous laisser. Je suis vraiment désolé, mais en tout cas, on était ravis de vous entendre. On va vous applaudir de nouveau pour vous remercier. On vous souhaite bon courage. Bravo pour ce que vous faites dans votre radio Tapoa au Niger. Merci à vous. Thibaut Brutin, comment travaillent ces journalistes au Sahel qui exercent leur métier au milieu des forces armées? Alors, ils ont des moyens, d'abord, il faut le dire, extrêmement limités. Des équipements qui parfois sont vétustes. Et nous avons appelé un certain nombre de pouvoirs publics nationaux et aussi des organisations internationales à se mobiliser pour créer une agence régionale qui vienne en soutien des radios communautaires pour renouveler leur matériel. Parce que non seulement leur matériel est vétuste, mais en plus, il est régulièrement confisqué ou saccagé par des groupes armés qui peuvent être mécontents du traitement de telle ou telle information à l'antenne. Donc il y a d'abord cette grande précarité financière et en termes de matériel, et puis il y a une pression constante de la part des forces armées qui se manifestent par des kidnappings, qui se manifestent par des assassinats, et c'est pour ça qu'on a souhaité rendre hommage à ces journalistes avec, vous avez vu le nom de ceux qui se sont affichés à la fin du film. Voyez ce film, il vous montre la dévotion dont sont capables des journalistes. Vous remarquerez d'ailleurs qu'un certain nombre de radios communautaires, elles s'appellent La Voix de quelque chose, parce que ces radios sont littéralement les seules voix qui émettent vers la communauté, mais même au-delà. Donc je crois que c'est tout à fait formidable. Et je reviens de Hongrie. Alors c'est un pays qui n'a pas grand-chose à voir au fond avec le Sahel, mais il y a un patron d'une radio qui a été hyper menacé, qui s'appelle toujours Club Radio, heureusement. Il me disait, ce ne sont pas les autorités qui décident si ta radio meurt, c'est ta communauté. Et ça rejoint exactement
ce que disent un certain nombre d'intervenants dans ce documentaire. Donc vraiment, évidemment, voyez-le, ces communautés, elles sont le pilier aujourd'hui de radios qui sont puissantes. Mais Pierre Askis, est-ce que ça veut dire que ces journalistes sont obligés quelque part de composer un minimum avec ces forces armées en présence? Vous savez, Fatih a prononcé un mot qui est assez étonnant au Sahel, elle a parlé des fake news. Et parfois, nous, on a l'impression que fake news, c'est un phénomène du monde occidental, européen, américain, etc. Et ben, au Sahel ou dans d'autres parties du monde, il y a le même fléau, c'est-à-dire que quand vous êtes dans une zone comme le Niger, où il y a des groupes armés, où il y a l'armée régulière, où vous avez une circulation de l'information qui est très fragile, les fake news peuvent tuer. On peut accuser un groupe ethnique d'être responsable de telle chose, on peut accuser telle autre communauté, les éleveurs contre les agriculteurs, etc. Ça fait partie des problématiques. Et le rôle des journalistes est de ce point de vue-là totalement vital. Et donc, ils ont besoin de renforcer leur crédibilité vis-à-vis de leur communauté par rapport à la fois aux groupes armés et à l'armée. J'étais surpris d'entendre le mot fake news dans son discours, parce que c'est vrai que nous, on est habitués à entendre cette référence, mais venant d'une journaliste du Niger, dans les conditions dans lesquelles elle travaille, c'est la preuve que ces phénomènes, en fait, on vit tous dans des environnements qui sont totalement différents, mais on a les mêmes problématiques qui se posent de cette manière. Laurent Guimier, qu'on soit en France ou au Sahel, c'est la même vocation, la même cause qu'on défend. Mais moi, je suis marqué exactement par ce que disait Pierre, parce que en fait, elle a décrit quelque chose d'universel, qui est le journalisme local. Elle a dit, si c'est vrai, c'est pour nous. Bon, voilà, il n'y a rien de plus simple, de plus beau et de plus difficile quand on explique le journalisme et qu'on essaye d'expliquer ce que nous faisons, c'est d'essayer d'établir la vérité d'un fait. Elle le décrit très bien. Ensuite, elle dit, si c'est utile, c'est pour nous. Bon, nous et c'est ici à Radio France et dans le réseau ici qu'on a pour vocation aussi de porter une certaine utilité pour les publics. Et puis aussi, quand elle décrit les phénomènes dont elle est victime et dont ses consoeurs sont victimes, des phénomènes de harcèlement, y compris de harcèlement sexuel. Là aussi, on est en empathie et encore une fois, dans une vision très universelle de ce métier qui montre qu'on soit au Sahel, quelle que soit la géographie, le lieu, en fait, on partage vraiment ces choses en tant que journaliste. C'est très troublant et très émouvant et très fort. Thibaut Brutin. Oui, je voulais dire à quel point, pour nous, à Reporters sans frontières, c'est important de montrer la diversité et l'universalité du journalisme. On a fait ce film sur les radios communautaires au Sahel. On est aussi en lien avec des journalistes dans les favelas, par exemple, à Rio, qui sont capables d'expliquer pourquoi il n'y a plus d'électricité après certaines heures, pourquoi est-ce que l'eau courante fonctionne de telle ou telle façon. On est en contact avec les animateurs de comptes de réseaux sociaux au Mexique, qui sont aujourd'hui ceux qui sont menacés, et on est capable aussi, je l'espère, d'être aux côtés de ceux qui font l'info locale en France. Donc il est important de montrer que le journalisme, ce n'est pas seulement des grandes rédactions, ce n'est pas seulement Robert Redford et Dustin Hoffman dans Les Hommes du Président, c'est aussi une réalité du quotidien qui est d'une humilité assez profonde et qui fait, je crois, tout l'honneur de la profession. Donc c'est important de montrer toutes ces réalités parce que je crois qu'elles sont aussi de nature à réconcilier beaucoup avec le journalisme. Et justement, même si la situation n'est pas aussi dangereuse, et tant mieux, être journaliste dans l'une des régions de France devient malgré tout de plus en plus difficile. Reporters sans frontières, on l'a dit, vient d'y consacrer un rapport détaillé. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que la situation s'aggrave à un niveau très préoccupant. Et vous, Camille Labrousse, vous l'éprouvez au quotidien. Vous êtes la rédactrice en chef d'Ici Vaucluse. Dans quelles conditions, vous et vos équipes, travaillez-vous ? Moi, je vois la situation se détériorer au fil des mois. On est de plus en plus menacés, intimidés, cyberharcelés aussi. Et je crois qu'on va parler de ce à quoi on a été confrontés récemment. Les réseaux sociaux aussi ont un impact réel sur le moral des journalistes. On poste tous nos articles, puisqu'on fait de la radio, mais on fait aussi du web. Et on poste tous nos articles sur les réseaux sociaux. Et les commentaires sont de plus en plus insultants, de plus en plus virulents à notre égard, nous en tant que service public. Et moi, je recommande systématiquement à mes journalistes de ne pas lire ce qui se dit sur les réseaux sociaux.
il ne m'écoute pas, mais je garantis que ce serait bénéfique pour leur santé mentale, qu'ils se prémunissent de tout ce qui se dit sur les réseaux sociaux. Vous l'évoquiez, il y a eu un exemple édifiant récemment. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce qu'il s'est passé pour l'un de vos reporters? Oui, alors c'était dans le sillage de l'affaire de la mort de Quentin de Ranc à Lyon. On a sorti une info sur le lieu d'inhumation de ce jeune homme, puisque il se trouve qu'il a été enterré dans une commune du Vaucluse. On a eu l'info et on a fait le choix de sortir cette info parce que le Vaucluse est lié à plusieurs égards à ce jeune homme. Il a été tué, visiblement, enfin en tout cas des membres de la Jeune Garde sont accusés de l'avoir tué. La Jeune Garde a été fondée par le député Raphaël Arnaud, qui est le député de la première circonscription du Vaucluse. Et ses attachés parlementaires, donc des gens avec qui on travaille régulièrement, ces attachés parlementaires ont été mis en examen pour le meurtre de ce jeune homme. Donc c'est le premier point commun entre le Vaucluse et Quentin de Ranc. Le deuxième point commun, c'est que l'organisatrice de la manifestation en hommage à Quentin de Ranc est originaire de Carpentras. Et troisième point commun, donc, ce jeune homme, Quentin de Ranc, a été inhumé dans une commune du Vaucluse. Voilà pourquoi on a fait le choix de donner cette info, qui a déclenché en 2-3 heures, une vague de cyberharcèlement, puisque le post a été relayé par un compte très suivi sur X. Qu'on ne va pas nommer. Qu'on ne va pas nommer, vous inquiétez pas. S'il vous plaît. Un compte donc très suivi sur X par la communauté identitaire, je pense qu'on peut qualifier ça comme ça. Et ça a fait effet boule de neige. En quelques heures, le journaliste qui a publié cet article et qui l'a signé s'est retrouvé avec des centaines et des centaines de posts qui l'apostrophaient, qui le menaçaient. Concrètement, c'était quoi les phrases qu'on pouvait lire? Journaliste de merde à exterminer, merdia gauchiste à exterminer, on va retrouver ton adresse, on va venir peindre ta maison, le jour où la tombe de Quentin de Ranc sera dégradée, on saura se souvenir que l'info vient de toi. Des menaces claires. Des menaces claires, physiques. Sa photo a été publiée sur les réseaux sociaux. Donc, une fois qu'il y avait la photo, ça a donné lieu à vraiment le grand n'importe quoi. Qu'est-ce qui s'est passé pour ce journaliste? Comment il a vécu très mal, ces attaques? Évidemment. Il n'a pas compris ce qui lui est arrivé. C'était la première fois et j'espère la dernière. Donc tout de suite, on a essayé de réagir avec les petits moyens qui étaient les nôtres. Donc on a enlevé la signature de l'article et je lui ai demandé de débrancher son compte X, ce qu'il a fait, mais ça n'a pas empêché les commentaires de continuer à arriver. Et donc on a évidemment alerté nos hiérarchies, enfin notre hiérarchie. Et là, toute la machine Radio France s'est mise en place assez vite. Tu venais d'arriver, Laurent. Oui. Et donc, il y a des protocoles très clairs qui sont mis en place. Le journaliste en question est allé porter plainte en son nom, puisqu'il était nommément pris pour cible. Et il a fait le choix aussi, et on l'y a encouragé, de se mettre en retrait. Pendant une semaine, il s'est mis en arrêt maladie, parce que c'était trop compliqué à gérer, trop d'émotions, trop de pression. Donc il a quitté le Vaucluse, il est allé se mettre au vert, il a coupé complètement et ça lui a fait beaucoup de bien. Laurent Guimier, vous êtes le directeur justement du réseau ici, responsable des 444 journalistes du réseau. Vous, en tant que directeur de ce journaliste, de cette rédaction du Vaucluse qui a souffert, comment vous les accompagnez? Effectivement, Camille disait, il se trouve que je viens d'être nommé. Donc cette affaire est arrivée quelques heures après ma nomination. Et j'ai vu aussi, comme tu le disais, la machine Radio France et ce collectif qui s'est mobilisé aussi pour être à ses côtés. D'abord, accompagner un journaliste, une consoeur, un confrère qui est victime de ce type d'agissement, c'est d'être là et de manifester le fait qu'on est là. C'est important de ne pas être tout seul, y compris vous qui êtes avec lui, de sentir que la maison est là. Après, il y a tout un tas d'accompagnements juridiques, puisque sans entrer dans la technique, mais c'est la personne victime qui doit aller porter plainte. Mais évidemment, il ne s'agit pas pour nous de dire « vas-y, on te regarde », c'est d'être là à ses côtés pour l'aider, parce que c'est une démarche compliquée lorsqu'on est victime, qu'on n'est pas habitué à la procédure judiciaire, d'aller soi-même déposer une plainte, et voilà. Et puis après, ça c'est de l'ordre, j'allais dire, de la vie professionnelle et de la vie privée, c'est de se dire qu'une fois qu'on a porté plainte,
on a souvent un contre-coup, enfin des choses qui font que là aussi, il faut que l'entreprise, le collectif soit là pour, quand il le faut et quand la personne le souhaite, être accompagné, parler, pouvoir tout simplement débriefer, ne pas se sentir seul. Mais ce sur quoi je veux insister, effectivement, Camille disait, ce type de situation, moi voilà, ça fait 30 ans que je suis journaliste. Quand j'étais jeune journaliste, on n'imaginait pas une seconde en fait qu'on devrait sur le sol de l'Hexagone devoir être victime de ce genre de choses, ou lorsqu'on est chef, devoir mettre en place tout un tas de dispositifs, parce qu'évidemment là c'était pas le cas, mais quand on est sur un point chaud d'une manifestation où il y a un risque de débordement, que l'on mette à disposition des gardes du corps, des agents de sécurité pour accompagner un journaliste, enfin tout ça, Agnès Varamian le disait très bien, c'est quand on a grandi dans les années 80-90, c'était ce qu'on imaginait pour les terrains de guerre. Bon, aujourd'hui, ça fait partie du quotidien, malheureusement, de l'organisation des rédactions, mais on fait face, on est là, et on en reparlera sans doute aussi. Il y a ce qui se passe dans l'entreprise, et ce qui est très très important, c'est aussi qu'on puisse le dire, le partager, vous dire que tout ça existe, parce que c'est pas normal tout simplement. Et la pire des choses serait qu'on s'auto-censure, qu'on se dise bon, c'est risqué, c'est le piège. On va garder l'info. Ben non, surtout pas. Il faut surtout combattre la chose la pire quand on est journaliste, c'est l'autocensure. Pierre Aski, vous avez une grande expérience du journalisme. Vous, comment vous voyez cette évolution ? Je pense qu'on a été pris par surprise parce que l'apparition des réseaux sociaux a été au début un espace de liberté. Et c'est vrai que les réseaux sociaux ont permis la démocratisation de la prise de parole. Tout le monde peut prendre la parole grâce aux réseaux sociaux. Et moi, personnellement, je suis sur les réseaux depuis le début. Mon compte X, il date de 2008, c'est-à-dire un an après la création de cette entreprise, enfin, qui s'appelait Twitter à l'époque. Et on a joui pendant les premiers temps de cette liberté de parole, de cette capacité qu'avaient les gens qui vivaient des choses aux quatre coins du monde, de pouvoir témoigner, de pouvoir se faire entendre de cette manière. Et puis, cet espace a été perverti parce que des groupes ont compris comment cet outil pouvait être détourné de cette fonction de liberté au profit du complotisme, de la désinformation, de la manipulation ou tout simplement de la haine qui se manifeste comme on l'a vu. Et là, il y a une responsabilité des plateformes qui est évidente aussi, c'est que tout ça n'est pas normal, tout ça est absolument intolérable dans l'espace public. Il y a des lois qui existent. Si vous faites ça dans la rue, que vous prenez à partie quelqu'un, vous avez la police, la loi, la justice qui se mettent en route. Sur les réseaux sociaux, il n'y a pas cette capacité-là, parce que les plateformes se désengagent en disant « mais nous, on est des simples tuyaux, on n'a pas à rentrer là-dedans ». Et en plus, on a des conceptions différentes entre les États-Unis et l'Europe de ce qu'est la liberté d'expression, de ses limites. Or, ces plateformes sont essentiellement américaines. Et Laurent Guimier, c'est pas avec cet appareil que justement chacun peut se prétendre journaliste. C'est pas ça le problème ? C'est un problème et il ne faut pas voir rien de corporatiste dans ce que je veux dire, mais quand on fait ce métier depuis 30, 40 ou même moins longtemps, je pense qu'on a, et Fatih Amadou Ali le disait, on est là pour essayer de voir si quelque chose qu'on constate est vrai. Et donc, c'est un métier, c'est une somme de savoir-faire qu'on apprend patiemment. Et il ne suffit pas de publier quelque chose pour être journaliste. C'est un métier avec un savoir-faire. C'est comme un dentiste. Et oui, c'est pour ça que la notion de journaliste citoyen, un journaliste citoyen, moi j'ai souvent du mal avec cette expression, et c'est vrai que souvent on dit on est tous journalistes. Non, il n'y a pas de journaliste citoyen et il n'y a pas de dentiste citoyen. C'est-à-dire si je viens vous voir en disant j'ai une haute idée de votre dentition et je veux faire quelque chose de très noble, vous n'allez pas me croire. Je pense que pour le journalisme, c'est pareil. C'est un métier, et le fait de publier sur un réseau social ne fait pas de vous forcément un grand auteur, un grand chroniqueur ou une grande journaliste. Ce sont deux choses différentes. Thibaut Brutin,
Ce n'est pas un cas isolé ce que nous a raconté Camille. Il y a plusieurs exemples, malheureusement, où des confrères de la presse locale se sont fait agresser, parfois très durement. Y compris des violences physiques, parce qu'il faut bien comprendre qu'il y a une sorte de cycle de la haine qui va d'un monde digital qui n'est pas moins réel que le monde physique. Mais on voit bien souvent qu'il y a parfois des campagnes en ligne qui mènent à des agressions qui sont des agressions en chair et en os. Et c'est pour ça que le classement mondial de la liberté de la presse classe la France depuis un certain nombre d'années aux alentours de la 25e place, et la France stagne, parce que nous avons un problème endémique, structurel, je dirais presque, de violences. Alors violences qui ont pu être des violences policières, mais qui sont aussi, et peut-être surtout, des violences de la part de citoyens mécontents qui viennent frapper des journalistes, les violenter. J'ai en mémoire le cas de Christian Lantenois, journaliste de Reims, de l'Union Lardonnais, qui en 2021 avait été laissé pour mort dans une banlieue de Reims, qui est aujourd'hui handicapé à 80%. Et on a obtenu, avec le journal qui l'employait, la condamnation de ces agresseurs. Mais il faut comprendre qu'il y a trop souvent de l'impunité dans ces cas-là, notamment et tout particulièrement dans la haine en ligne, où là je crois que c'est important, et je salue Radio France et d'autres rédactions qui accompagnent leurs journalistes dans le dépôt de plainte, mais très souvent les plaintes ne prospèrent pas, il n'y a pas d'enquêtes réelles qui sont menées, et ça donne un sentiment d'impunité. Et puis le préjudice, par contre, lui, il est bien réel. S'il n'y a pas de poursuite, eh bien sachez que ça se poursuit dans la tête des journalistes. La santé mentale des journalistes, c'est un enjeu, nous, que l'on voit monter à Reporters sans frontières. Il y a un préjudice réel sur la psychologie des journalistes, parfois aussi d'ailleurs sur leur réputation, quand on voit l'ampleur des campagnes de haine en ligne. Donc il faut être, je crois, extrêmement dur et ferme sur le fait qu'il faut poursuivre les auteurs de ces campagnes de haine en ligne. Et vous évoquiez le cas de Christian Lantenois. Il faut préciser que la Cour d'assises de la Marne avait reconnu officiellement qu'il avait été attaqué à cause de son statut de journaliste. Camille Labrousse, vous, quel regard vous portez justement sur cette évolution et comment vous gérez ces complications à traiter l'information ? Je pense que dorénavant, après cet épisode-là, on s'interrogera systématiquement sur le fait de signer ou non les articles. Ça veut dire anticiper d'éventuelles réactions que cela pourrait provoquer. Pour l'instant, ça n'est pas encore arrivé. Donc, se poser la question de la signature, se poser aussi la question de la publication sur les réseaux sociaux. Jamais on s'empêchera de publier un article. En revanche, on peut limiter sa diffusion sur les réseaux sociaux. Notre article continuera à vivre, mais au moins on ne provoquera pas de vagues de haine comme ça a été le cas pour ce journaliste. Laurent Guimier, il n'y a pas que ici Vaucluse, il y a eu aussi des incidents à Issy-Touraine. Oui, Touraine, en janvier, il y a eu un gros incident à Touraine sur un de nos confrères de la rédaction qui suivait un mouvement social. Dans le Nord aussi, un autre journaliste qui a été victime d'un cyberharcèlement terrible parce que lors d'un commentaire d'un match de football, il avait évoqué la réalité, encore une fois, l'apparition de chants homophobes dans le stade. Il a été ensuite victime, mais d'une vague hallucinante de cyberharcèlement. Et donc à chaque fois, on est à la fois dans ce que je vous ai décrit tout à l'heure et aussi la nécessité, j'allais dire c'est la moindre des choses, mais c'est important aussi de le dire, que l'entreprise, que ici en l'occurrence, dise à même les réseaux sociaux, là aussi où le forfait a été commis, que c'est inadmissible, qu'on continuera à informer et qu'on est là aussi pour engager les poursuites ou les accompagner. Il faut aussi dire les choses et quand on est une entreprise, je pense pouvoir s'engager à côté de ses salariés pour dire ça suffit. Pierre Aski, il y a quand même un paradoxe, on le voit, la situation s'est dégradée en ce qui concerne le travail des médias de proximité. Pourtant, le dernier baromètre du journal La Croix sur la confiance des Français dans les médias montre que 63% des sondés déclarent faire confiance à l'info locale. Comment vous expliquez ce paradoxe ? Je pense que ce n'est pas un paradoxe, c'est que mais de la même manière que les Français font confiance à leur maire plus qu'à leur gouvernement ou aux institutions plus lointaines, le journaliste de proximité, c'est celui dont on peut tester l'authenticité, la légitimité, la véracité. Donc il y a effectivement un rapport beaucoup plus fort théoriquement avec la proximité, qu'elle soit politique, journalistique ou autre.
mais il y a évidemment la montée de ce sentiment de contestation ou de délégitimation qui passe à l'acte violent, mais qui, je pense, ne représente pas évidemment la majorité de la population. Nos auditeurs peuvent nous croiser dans la rue, à la sortie de l'école, au marché, etc. Mais les gens qui nous menacent et nous insultent ne vivent pas forcément sur nos territoires. Je suis persuadée que les gens qui ont harcelé le journaliste de mon équipe ne sont absolument pas vauclusiens. Voilà, donc ça ne me semble pas non plus contradictoire, cette confiance dans les médias et cette violence sur les réseaux sociaux. Thibault Brutin, dans votre rapport, vous parlez d'une information de plus en plus cadenassée. De quoi s'agit-il concrètement? C'est-à-dire que l'accès à l'information locale passe aussi par l'accès aux comptes rendus de conseils municipaux, l'accès à des documents administratifs, à des réunions publiques. Et l'on voit de plus en plus, effectivement, dans des communautés, une difficulté pour les journalistes de pouvoir faire leur travail. Alors c'est pour ça qu'il faut être préoccupé, parce que si nous avons des journalistes qui ne peuvent plus accéder à cette information qui est au fond la matière première de leur travail, qui leur permet d'être en lien avec les communautés que ces journalistes servent, eh bien on risque d'avoir une profonde difficulté. S'ils se retrouvent à faire de l'opinion, à commenter, à devoir parler de toute autre chose que de ce qui intéresse réellement les habitants d'une commune, par exemple, eh bien je crois qu'il y a voilà, un déficit qu'il va falloir travailler. Donc c'est pour ça que nous, on est convaincus qu'on a à revoir un peu peut-être la hiérarchie du journalisme, et que le journalisme local a probablement des choses à apprendre au journalisme national. Et l'on voit que, par exemple, en ce qui concerne le pluralisme, la diversité des opinions représentées, eh bien, le pluralisme local, il est évident, parce que quand vous êtes sur un marché qui est un marché départemental ou régional, vous ne pouvez pas vous permettre de faire un journal très à gauche ou très à droite, parce que le marché est trop petit. Et donc, le journalisme local a, de notre point de vue, des enseignements à donner à l'ensemble de la communauté, et c'est quelque chose qu'il faut, je crois, étudier très sérieusement. Et puis peut-être, je me permets de dire aussi, puisqu'il y a eu des élections municipales, donc il y a eu aussi des changements de majorité, de ci, de là, de nouveaux maires. Peut-être que c'est à nous aussi, journalistes locaux, qu'il va falloir expliquer les choses, dire à des nouveaux élus, à des maires que la vie, ça ne se passe pas sur les réseaux sociaux, et que communiquer avec un journaliste, répondre à des questions des journalistes, ça fait partie de la démocratie. Thibault le disait, faire accéder à tous les documents auxquels démocratiquement on a le droit d'accéder, ça fait partie de ce qu'un élu doit faire, parce que quand un journaliste va chercher ce type de documents, ce n'est pas pour notre plaisir, c'est aussi pour le mettre à disposition des citoyens. Donc dans ce rôle d'irrigation et globalement de pédagogie qu'on doit faire au personnel politique local, je pense qu'on a un rôle à jouer important. Camille Labrousse, comment ça se passe avec les élus de votre région? De moins en moins bien, je dirais. Je suis dans un département très polarisé, 4 députés RN sur 5, et le 5e, c'est donc Raphaël Arnaud, député LFI et fondateur de la Jeune Garde, qui est arrivé dans le Vaucluse en juin 2024, au moment des législatives anticipées, et qui est arrivé avec lui, sans le savoir, qui a emmené avec lui des hordes de trolls qui, à chaque fois qu'on poste une info le concernant, l'insulte. Il est victime de ces hordes de trolls, il les a amenés avec lui dans ses bagages de nouveaux parlementaires, et face à lui, donc, les députés RN, des maires RN ont pris de nombreuses communes du Vaucluse. J'attends de voir. Voilà. En effet, on va aller à leur rencontre. On va tester, on va regarder. La campagne a montré que les crispations étaient présentes. Des candidats qui refusent le débat, des textos à 6h du mat. J'ai reçu un texto le 1er janvier à 6h du mat de la part d'un candidat. C'est pour vous souhaiter la bonne année? Qui me souhaitait la bonne année. Ah oui. Madame Labrousse, je vous souhaite la bonne année. Et je vous souhaite aussi d'arrêter d'évoquer les condamnations passées me concernant. Condamnations pour des faits de violence conjugale. Évidemment que ce texto ne nous a pas empêchés de les donner, bien au contraire. Mais la campagne a été en effet assez tendue. On a commandé un sondage avec nos confrères de la Provence qui a suscité évidemment beaucoup de réactions, mais de la part de partis qu'on n'avait pas imaginé remettre en cause ce genre de sondage.
des militants socialistes n'ont pas été satisfaits du tout du résultat de ce sondage, et ils se sont mis à le remettre en cause, à expliquer qu'il était truqué, tronqué, et qu'il servait à favoriser l'un des candidats. Donc ils accusaient un média de service public de favoriser leur candidat. Et ça, je pense que c'est nouveau. Je crois que c'est malheureusement quelque chose qui se généralise. Il ne s'agit pas de désigner tel ou tel parti. On a aussi, au plan national, des partis politiques qui maintenant organisent, mais comme Donald Trump le fait, des conférences de presse ouvertes à certains journalistes et pas à d'autres. Bon, ça passe, on se dit, bah, c'est des, je sais pas quoi, des nouveaux médias ou des... Non, enfin, je pense qu'il y a des règles assez simples à rappeler, qui est qu'une conférence de presse, par définition, elle doit être ouverte à tous les journalistes. Mais ça fait aussi partie, je le dis de façon un peu verre à moitié plein, c'est de la pédagogie. C'est pas que de la pédagogie, c'est rappeler pourquoi on est là et ce qu'est le journalisme. Et une des mesures les plus sournoises pour bâillonner, pour tenter de bâillonner les journalistes, c'est ce qu'on appelle justement les procédures bâillons. En quoi ça consiste ? Ça consiste à engager une action en justice, souvent sous le fondement de droit de la presse, de façon complètement abusive. Vous savez en tant que plaignant que l'information qui a été donnée par le journal est exacte, mais vous allez engager une action, parfois à répétition, pour essayer de déstabiliser la publication. Par exemple, la semaine de l'Allier, dans l'Allier, ça va de soi, a été l'objet d'une procédure bâillon après avoir enquêté sur les pastilles Vichy. Et ce sont des élus qui font par ailleurs des affaires, qui ont porté la querelle devant les tribunaux. Et évidemment, ça a un coût. Ça fait peser une menace juridique sur le journal. Donc c'est très important de se battre contre ça. Mais je voudrais revenir sur ce qu'a dit Laurent, c'est-à-dire qu'il faut vraiment prendre garde. Aujourd'hui, l'idéal peut-être d'un certain nombre d'élus locaux, c'est à la fois d'avoir des micros complaisants et d'avoir une presse locale qui se dirige vers l'info institutionnelle, qui devient une sorte de panneau pocket, pour ceux qui connaissent cette application, qui vous donne des informations, alors certes factuelles, mais évidemment qui n'ont pas véritablement une valeur ajoutée par rapport à ce que peut être le travail journalistique. Et il faut saluer, on a essayé de le faire dans ce rapport, que je remontre telle une hôtesse de l'air, en première ligne, qui est un rapport qui, je crois, essaye de donner des exemples concrets de ce que c'est le journalisme local. Il y a un certain nombre d'affaires, alors l'affaire Betaram, des affaires en Bretagne, notamment dans les enjeux environnementaux, qui n'auraient jamais éclaté s'il n'y avait pas eu un journalisme local. Donc il faut célébrer, je dirais, ce trésor national qui est le journalisme local, le réseau du service public aussi, qui est si attaqué en ce moment, le service public, alors qu'en fond, il remplit pleinement cette mission d'aller au-delà de l'information institutionnelle que voudraient tant au niveau national comme au niveau local un certain nombre d'élus. Merci beaucoup. Laurent Guimier, vous êtes obligé de nous quitter malheureusement. Merci infiniment. On peut applaudir Laurent. Mais merci. Et merci à toutes les rédactions, à Fatih et puis aux rédactions d'ici. Et au travers de Camille, voilà, je veux remercier aussi toute l'équipe, nos 444 journalistes et le directeur de l'info, Mathieu Mondoloni. Merci infiniment, Laurent. Ce n'est pas de la pub, c'est un engagement parce que c'est important que vous le sachiez. Merci. Merci. À bientôt. Alors, une presse locale menacée ou en voie de disparition, d'autres pays l'ont déjà vécu. C'est le cas des États-Unis. On dit souvent que ce qu'il se passe là-bas arrive quelques années plus tard chez nous. Et ça, en l'occurrence, ce n'est pas une bonne nouvelle, Pierre Aski. On le rappelle, vous êtes spécialiste de l'actualité internationale de France Inter. Alors, qu'est-ce qui s'est passé là-bas, de l'autre côté de l'Atlantique, pour les médias locaux ? Oui, parce qu'on parle beaucoup on a beaucoup parlé de violence, de harcèlement, etc. Il y a un autre type de violence, c'est tout simplement la disparition de l'info locale. Et aux États-Unis, qui est composé de manière très différente de l'Europe, les services publics sont beaucoup moins puissants qu'ici. La presse, il n'y a pas d'aide publique à la presse, par exemple. C'est vraiment un environnement beaucoup plus dur. Mais depuis 2005, il faut le savoir, c'est le début de ce qu'on a appelé la grande crise de la presse. La montée d'Internet a fragilisé les modèles économiques de la presse privée, donc les abonnements, les ventes, la publicité, les petites annonces, etc. Et vous avez commencé à avoir, à partir de 2005, la disparition de l'information locale aux États-Unis. Il y a aujourd'hui 1800 communautés, c'est-à-dire villes ou régions aux États-Unis, qui n'ont plus d'information locale. Et lorsqu'il n'y a plus d'information locale, vous avez l'apparition de médias en ligne qui ne sont plus fondés sur des règles professionnelles et qui sont
il y a une étude qui a été faite en 2024 qui est stupéfiante. La majorité des sites qui ont été créés dans les endroits où il n'y a plus de journalisme professionnel local sont des faux sites qui ont été constitués par de l'IA, par l'intelligence artificielle, et qui sont des sites soit commerciaux, soit de partisans qui manipulent l'information. Et juste une dernière chose, c'est que le résultat, et il y a des études qui ont été faites de manière très fouillée par des centres universitaires, la montée de la polarisation suit la disparition de l'info locale. C'est-à-dire, vous avez des communautés qui sont beaucoup plus sensibles aux grandes tendances nationales. Et dans ces communautés, c'est un fait, le vote pour Donald Trump a été de 83% en moyenne dans les districts où il n'y a plus d'info locale. Donc c'est quelque chose qui est, je pense, à garder en mémoire, parce que la violence, elle est aussi dans la disparition de l'information locale, qui n'est pas remplacée par une information de qualité, mais qui est remplacée par le tout venant de la manipulation et de la commerciale ou politique. Et disparaître, c'est ce que souhaitent les gens qui nous menacent sur les réseaux sociaux. Bien sûr. On nous parle beaucoup de la commission sur l'audiovisuel public, la commission parlementaire, et on nous dit vivement que vous disparaissiez, vivement que vous n'existiez plus. Ça nous a été beaucoup renvoyé lors de cette vague de cyberharcèlement. Vous savez, juste une citation d'Hannah Arendt. Hannah Arendt, philosophe, a dit en 1978, donc bien avant Internet, bien avant tous ceux dont on parle là, elle a dit une chose qui, je pense, décrit le monde dans lequel on est. Elle dit, lorsqu'on vous ment, on ne cherche pas à vous faire croire le mensonge, on cherche à ce que vous ne croyez plus en rien. Et ça, c'est la menace que nous vivons aujourd'hui, c'est-à-dire on crée de la confusion, et si vous ne croyez plus en rien, on peut vous emmener dans des aventures politiques ou autres qui sont inquiétantes. Et pour citer un autre philosophe, lorsqu'on a préparé cette soirée, vous m'avez parlé d'Elon Musk, qui a une autre citation intéressante. Philosophe, il faut le dire vite. Oui, Elon Musk a dit l'année dernière cette phrase stupéfiante. Il a le dit, créateur de X, Twitter. De Tesla, de SpaceX, etc. Il a dit, si vous vous informez encore aujourd'hui sur les médias traditionnels, les mainstream médias comme on dit en anglais, c'est que vous vivez dans une réalité alternative. Et il y a quelque chose d'extraordinaire dans cette phrase, c'est qu'autrefois on disait que les gens qui s'informaient sur les réseaux sociaux vivaient dans une réalité alternative. Lui a inversé la proposition et il a transformé le journalisme professionnel en réalité alternative, au profit évidemment de ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Et c'est une phrase qui fait réfléchir, parce qu'elle est porteuse d'un message presque civilisationnel, c'est-à-dire qu'on inverse totalement les règles du jeu. Thibaut Brutin. Oui, je voulais dire que l'affaissement des médias locaux aux États-Unis, c'est une illustration du fait que l'économie des médias, c'est un enjeu de liberté de la presse. La liberté de la presse, ce n'est pas seulement la sécurité des journalistes. Il y a des pays, bien sûr, où les journalistes meurent en nombre, malheureusement. Mais il y a aussi des tas de pays où c'est le journalisme qui se meurt. Et les États-Unis est classé 57e au classement mondial de la liberté de la presse. Et un des enjeux fondamentaux, c'est précisément le fait que l'économie des médias est en pleine faillite. Vous connaissez, je viens de le citer, le classement mondial de la liberté de la presse, mais on a aussi une autre publication qui est, je crois, un peu plus narquoise, peut-être plus amusante, qui s'appelle « Les prédateurs de la liberté de la presse ». Et cette année, on a souhaité classer une organisation que vous ne connaissez très probablement pas dans cette salle et qui est responsable du désastre du journalisme local américain. Alden Capital. Je pense que personne dans cette salle ne connaît Alden Capital. C'est un des plus gros fonds d'investissement américains. Leur stratégie, c'est d'investir dans les médias, disent-ils. En vérité, ce qu'ils font, c'est qu'ils rachètent des titres en faillite, qui ont tous du bâti dans le centre-ville des villes américaines. Ils virent 75% des effectifs journalistiques et ils revendent les sièges sociaux de ces entreprises à grand prix, et ils font des rédactions consolidées. Donc, si vous voulez, ils ont aujourd'hui 170 titres de presse locale aux États-Unis qui produisent une information de très piètre qualité aujourd'hui, et ce sont eux qui sont responsables des plus grandes vagues de licenciements de journalistes aux États-Unis. Donc, je voulais mettre à l'honneur ou au déshonneur ce soir Alden Capital, qui pour nous fait peser une menace profonde sur l'information journalistique aux États-Unis.
Mais Pierre Aski, est-ce qu'il y a un enjeu social aux États-Unis avec la disparition de ces médias locaux aux États-Unis? Est-ce que ça a aggravé le fossé qui existe entre les riches et les pauvres de l'autre côté de l'Atlantique? Oui, parce que cette disparition, elle affecte les régions qui ont été désindustrialisées, les communautés rurales les plus pauvres, les plus petites villes. Si vous allez à New York, Chicago ou Los Angeles, vous avez encore une presse florissante. Le New York Times se porte très bien. On a un petit exemple, un contre-exemple de ce que je viens de dire, c'est le Washington Post, qui appartient à Jeff Bezos, l'autre milliardaire d'Amazon cette fois, qui, parce qu'il a des intérêts économiques qu'il a voulu préserver dans ses relations avec l'administration Trump, a sabordé son journal. Il a licencié 300 journalistes, il a fermé tout le réseau de correspondants à l'étranger. La correspondante en Ukraine était sur le front en reportage, elle a reçu un mail pour lui dire « tu es viré ». Voilà. Et l'ironie amère, c'est que le Washington Post, c'est le symbole. Tous les journalistes rêvent du Washington Post. C'est le journal qui a fait l'enquête sur le Watergate, qui a fait tomber un président américain qui avait menti. C'est le film dont parlait tout à l'heure Thibault avec Robert Redford. C'est tout le mythe du journalisme courageux, sans peur et sans reproche qui tombe. Et dernier mot, la devise du Washington Post, c'est la liberté meurt en silence. Et là, c'est le propre propriétaire du journal qui a éteint la lumière. C'est terrible. Thibault Brutin, quelle différence y a-t-il entre les journaux nationaux et les journaux locaux en matière de ligne éditoriale politique, si j'ose dire? Très souvent, comme je le disais, le pluralisme des opinions est représenté dans la presse locale parce que les marchés sont trop petits, parce qu'il est trop difficile. On a pu connaître ça par le passé, une véritable diversité de titres au niveau local, des titres papier, mais en ce début du XXIe siècle, c'est plus du tout le cas. Vous n'avez plus par département un titre de gauche ou un titre de droite. De toute façon, aujourd'hui, on voit que l'échelle départementale, comme le couvre par exemple Radio France, est de plus en plus difficilement couvert par la presse régionale et qu'on est de plus en plus sur une consolidation des titres au niveau des grandes régions même, comme celles qui ont été créées par la dernière réforme de décentralisation. Je vais juste dire un tout petit truc sur les États-Unis. Quand il n'y a plus de presse locale, les gens se tournent vers des médias qui peuvent être des médias dégagistes, qui entretiennent un sentiment d'amertume à l'égard de la communauté citoyenne, qui nuisent au fond à la concorde civile et qu'on pourrait de plus en plus qualifier d'anti-médias, c'est-à-dire des médias qui vous disent que les autres médias vous mentent, qui vous disent que la communauté des élus, par exemple, serait contre votre intérêt. Et puis vous avez aussi des sites de désinformation qui sont nombreux. Et alors ce paysage que je viens de décrire, ça vaut pour les États-Unis, mais vous remarquerez que ça vaut pour la France. Alors je ne m'étendrai pas sur les médias dégagistes en France, mais vous remarquerez que si vous allez sur le site de Reporters sans frontières, il y a de la désinformation délibérée au niveau local en France. C'est-à-dire que nous avons, avec une agence, publié des chiffres qui sont assez vertigineux, où vous voyez que, il y a un site internet qui a été créé de toutes pièces, qui s'appelle Sud-Ouest Direct, qui ressemble au titre tout à fait établi Sud-Ouest, sauf que ce n'est pas Sud-Ouest, et qu'on y trouve, sur ces sites, il y a 85 sites, et jusqu'à 23 000 articles générés par IA. Donc c'est de la micro-désinformation, c'est de la désinformation au niveau local, extrêmement ciblée. Donc prenons garde à ceux qui arrivent aux États-Unis, ne surviennent pas en France. Je crois qu'on en suit malheureusement le chemin. Il y a quand même parfois de bonnes nouvelles aux États-Unis. Vous avez, avec RSF, soutenu un média qui avait fermé. Vous avez accompagné ce média. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, c'est la Voix de l'Amérique qui est la radio publique vers l'extérieur des États-Unis. Et lorsque Trump est arrivé au pouvoir, il a coupé. Vous savez, il y a eu ce moment, le Doge, qui était cet organisme créé par Elon Musk dont on parlait tout à l'heure, et qui a sabré dans un certain nombre d'administrations les budgets. Et il a fermé notamment cet audiovisuel public extérieur. Et il y a eu un recours en justice aux États-Unis, soutenu par Reporters sans frontières, et la décision qui est arrivée la semaine dernière, ça a été un désaveu de l'administration par un tribunal. C'est-à-dire qu'à un moment où
les contre-pouvoirs s'effritent. Par exemple, le Congrès ne joue pas son rôle aujourd'hui aux États-Unis de contre-pouvoir de l'administration. C'est la justice qui tient ce rôle. Et là, on a eu une décision favorable qui a été prise. C'est très heureux. Il faut voir comment ça sera suivi des faits. Mais en tout cas, c'est effectivement un signe très positif. Merci infiniment. Il reste un quart d'heure. Il est temps de passer aux questions du public. Alors, on va faire circuler des micros. N'hésitez pas à lever la main. Merci de donner vos prénoms, de vous présenter. Allez-y, monsieur. Bonjour, Sanjay Dumière. Du coup, moi aussi, je travaille pour un service public, mais en Grande-Bretagne. Moi, ma question, elle était vraiment au moment où la méfiance à l'égard des médias est grandissante. Qu'est-ce qu'on fait pour réengager les publics ? Comment on fait ? Faut-il traiter des sujets différemment, avoir une différente approche ? Et surtout, ce que je constate très clairement, c'est qu'on n'a pas un média très clairement dédié aux jeunes. Donc il ne faut pas être réellement surpris que les jeunes, que cette jeune génération aille sur les réseaux sociaux, aille auprès de youtubeurs pour s'informer. Et je ne pense pas qu'il soit suffisant pour les médias traditionnels d'aller mettre des contenus sur les réseaux sociaux, parce que je ne pense pas que ça soit ça que les jeunes souhaitent et veulent. Camille, est-ce que vous avez une réaction ? Sur la jeunesse, si, je pense qu'ils viennent aussi chercher l'info sur les réseaux sociaux. On fait de l'éducation aux médias. L'intervenant de tout à l'heure pourra peut-être en parler. Serge Barbet qui est toujours là, si tu veux réagir. On est présent, on fait de l'éducation aux médias. J'ai un journaliste qui, hier et aujourd'hui, était dans des classes primaires auprès d'élèves de CM1 et de CM2 pour expliquer ce qu'est un média dans lequel on peut avoir confiance, ce que sont les fake news, comment essayer de les différencier. Et je crois que notre travail de médias de service public, il est aussi d'aller à la rencontre de ces publics qui peuvent être en effet très éloignés de nos médias. Pour compléter peut-être, oui. Serge Barbet, oui, dans la salle. Je suis là, voilà. Non, mais ce propos pour dire que toutes les études dont nous disposons témoignent du fait qu'il n'y a pas de désintérêt des jeunes générations pour l'information, mais qu'il y a effectivement aujourd'hui une demande de leur part à la fois de pouvoir accéder à une information de qualité, mais sur les outils qu'ils utilisent, et ils ont aussi un besoin d'immédiateté, parce que nous sommes avec des générations qui sont effectivement nées dans les univers digitaux, nées dans des univers informationnels pléthoriques, et donc ils sont un peu submergés, mais ils ont un esprit critique, et ils ont conscience de l'enjeu qu'il y a derrière la désinformation. Donc c'est quelque chose de complexe qui pousse les médias aujourd'hui, et pas que les médias publics, beaucoup de médias à faire une démarche à la fois d'investir les plateformes, les réseaux sociaux pour toucher ce jeune public, et les publics adultes aussi, parce que les réseaux sociaux, c'est pas que les jeunes. Et puis le deuxième aspect, c'est effectivement cette éducation aux médias et à l'information dans lequel ils s'investissent pour aussi les toucher directement. Et je ne crois pas que les jeunes soient les moins bien informés. Je crois que les générations des soixantenaires, septuagénaires, etc., se sont fait complètement dépasser par les réseaux sociaux, n'en maîtrisent absolument pas les codes. Et je crois qu'il y a aussi de l'éducation à faire auprès de ces publics-là plus âgés. Mais justement, il y a plein de jeunes. Là, c'est la semaine de la presse et des médias dans l'école. N'hésitez pas à prendre la parole. Exprimez-vous. Justement, prenez votre voix pour donner votre point de vue. Bonjour, moi je m'appelle Zoé et en fait j'avais plusieurs questions parce qu'en fait on a expliqué le problème qu'un média soit 100% possédé par un État, comme c'est le cas avec Radio France, qui est un média public, mais c'est également en fait dangereux que ces médias soient possédés par des millionnaires qui puissent influencer le média derrière. Et pour revenir sur l'État, c'est pas que des États de contrôle autoritaire, comme ça peut être en Chine, mais aussi aux États-Unis, avec par exemple du coup, le Washington Post, ou encore rien que le compte X de la Maison-Blanche qui
récemment postent énormément de contenu alarmant. Thibaut Brutin. Oui, à Reporters sans frontières, nous on défend évidemment l'idée que la concentration des médias, ça pourrait potentiellement être mauvais. On voit néanmoins que dans beaucoup de pays, notamment en Europe du Nord, la concentration des médias, elle n'empêche pas d'avoir une diversité de sources, d'avoir des médias qui ont une information indépendante. Pourquoi ? Parce qu'il y a des garanties d'indépendance éditoriale. Et je pense que c'est là où on doit porter le combat, que ce soit pour les médias privés ou les médias de service public. Faire en sorte que les médias de service public ne deviennent pas des médias d'État. Et ce n'est pas de la science-fiction. Moi, je reviens de Hongrie. En Hongrie, les médias de service public ont été transformés en médias d'État qui diffusent, notamment dans les maisons de retraite, de façon abondante, le propos de Viktor Orban, a fortiori dans une période préélectorale. Donc, il faut des garanties d'indépendance éditoriale pour éviter que les médias de service public deviennent des médias d'État et pour éviter que la liberté de la presse devienne la liberté d'expression des propriétaires de médias privés. Et ça, c'est vraiment très important et ça passe par des enjeux de gouvernance et de financement. Une autre question, s'il vous plaît. N'hésitez pas à lever la main. Les jeunes, profitez-en. Prenez la parole. Jeune homme là-bas, à droite, s'il vous plaît. Vous avez quel âge? Vous venez d'où? 18 ans, je viens de Viry-Châtillon et je m'appelle Amine. Bienvenue. J'avais une question en lien avec la précédente. Au niveau de l'information locale, elle n'est pas également menacée par le rachat par de grands groupes ou milliardaires? Je pense notamment au rachat de, dites-moi si je me trompe, de Provence et de Corse Matin par Sadé, ou encore le rachat de Nice Matin par Xavier Niel. Est-ce qu'il y a-t-il vraiment une menace par rapport à ça? Parce que ce sont des groupes qui imposent une certaine ligne éditoriale. Merci beaucoup. Bravo pour cette question qui est très, très, très précise. Qui veut répondre? Pierre, Thibaut, Camille? Je ferai sensiblement la même réponse. C'est-à-dire que malheureusement, on peut le déplorer, ou heureusement, il faut encore des propriétaires de médias. On n'a pas trouvé de système qui permette aux médias d'exister sans capital, que ce soit le capital de l'État ou le capital de capitalistes privés. Et c'est pour ça qu'il faut prendre garde à ne pas jeter bébé avec l'eau du bain, je dirais. Oui, il y a des rachats de titres, oui, il y a des consolidations de groupes, oui, il y a des convergences éditoriales parfois. La limite, ça doit être celle de préserver l'indépendance éditoriale, que ces médias ne soient pas instrumentalisés pour diffuser un seul message, une seule voix. Et vous voyez bien qu'aujourd'hui, on est à ce point limite avec certains médias d'information qui se transforment petit à petit en médias d'opinion. Donc voilà, moi je vous invite à garder espoir tout de même dans le journalisme, y compris dans celui qui appartient à des groupes qui sont des groupes qui peuvent parfois paraître un peu tentaculaires de l'extérieur, mais il y a dans ces groupes des journalistes qui font leur travail, il y a des garanties d'indépendance éditoriale parfois, et je crois que c'est sur ça que doit porter le combat. Merci Thibaut. Une question, s'il vous plaît. Oui, bonsoir. Alors, je suis Mathieu, étudiant en journalisme, comme beaucoup de gens ici, je pense, et je voulais revenir sur ce que vous disiez tout à l'heure par rapport à la montée des violences en manifestation, tout ça. Quand un journaliste se fait agresser en manifestation, je voulais savoir pourquoi est-ce que, quand il va porter plainte, il ne va pas porter plainte directement au nom de la personne morale, au nom de la maison qu'il embauche, par exemple? Alors, je crois que dans le cas du journaliste de mon équipe, il a été nommément attaqué et donc c'est en son nom qu'il doit porter plainte. Mais il me semble que si la maison avait été désignée, Radio France aurait, dans ce cas-là, porté plainte. On a un problème juridique, c'est que les menaces de mort, par exemple, ne peuvent pas être proférées contre une institution. Donc c'est forcément une personne. C'est pour ça qu'il y a un enjeu, et nous on encourage, on pousse même parfois les rédactions à accompagner les journalistes, parce que c'est évidemment quelque chose qui est dans l'ordre professionnel. Vous êtes journaliste, donc vous êtes menacé, et donc on considère que l'employeur doit se porter au secours de l'employé qui se retrouve menacé. On a le même problème avec les campagnes de haine. C'est-à-dire que très souvent, les campagnes de haine, elles sont dirigées contre des personnes, mais aussi contre des organisations. Et là, c'est le problème inverse. Une organisation ne peut pas être harcelée, ça n'existe pas. Et d'ailleurs, on voit très bien comment un changement de la loi pourrait être utilisé par des grandes entreprises, par exemple, pour défendre leurs propres intérêts. Donc il faut être très vigilant là-dessus. Mais c'est pour ça qu'on invite les rédactions à accompagner très fortement leurs journalistes. On prend une dernière question, ici, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez passer le micro? Il y en a déjà. Allez-y, vous pouvez vous lever, parce qu'on ne voit pas bien. S'il vous plaît. Et présentez-vous, s'il vous plaît. Bienvenue. Du coup,
Je m'appelle Samy. Bonjour, Et Samy. est-ce que vous pensez sincèrement que les médias extrêmement politisés, il serait important et pas laisser la place uniquement à des médias apolitiques? Est-ce que vous pouvez répéter la question, s'il vous plaît? Est-ce que vous pensez sincèrement que les médias extrêmement politisés, ils Ouais. devraient avoir une grande influence à travers, par exemple, les réseaux sociaux, ou par exemple laisser la place à des médias plus apolitiques, avec moins d'idéaux politiques et plus simples politiquement? Je pense qu'il faut les deux. Les médias d'opinion ont toujours existé et ils ont leur place dans le pluralisme de l'information. C'est normal que vous puissiez choisir un média qui vous correspond si ça vous plaît, mais il faut aussi qu'il y ait des médias professionnels et qu'il y ait une information professionnelle. Et moi, je voudrais terminer peut-être par un appel aux citoyens, parce que l'information, ce n'est pas seulement l'affaire des journalistes. Et je pense que les citoyens ont un rôle aussi, pour une raison simple, c'est que les réseaux sociaux vous ont donné collectivement le pouvoir de transmettre l'information. Autrefois, vous achetiez un journal ou vous écoutiez la radio et c'était entre vous et le média. Aujourd'hui, vous pouvez retweeter, envoyer sur les réseaux sociaux des informations soit que vous créez, soit que vous relayez. Et ça vous donne une responsabilité parce que vous êtes un élément de la chaîne de la circulation de l'information. Et donc, il y a un réflexe simple qui est de ne pas relayer ce dont vous n'êtes pas sûr, ce qui est douteux, qui peut provenir d'une source que vous ne parvenez pas à identifier, parce que ça peut être une fake news ou une manipulation. Et ça, c'est une responsabilité que je pense on n'a pas spontanément envie de prendre, parce que voilà, parfois c'est amusant de relayer quelque chose, etc. Et or, c'est une responsabilité citoyenne, ça fait partie des responsabilités qui viennent avec la possibilité qui a été offerte effectivement par les réseaux sociaux aujourd'hui de participer à la diffusion et à la circulation de l'information. Et pour terminer justement cette soirée par cet élan positif, Thibaut Brutin, Reporters sans frontières, vous faites 12 recommandations. Quelles sont les principales? 2 ou 3 exemples rapidement. Alors nous, on défend de façon très claire le fait que dans les nouvelles enceintes élues dimanche, il faut qu'il y ait un adjoint au maire en charge des relations avec le public. Ça nous paraît important, et en relation aussi avec les journalistes, pour faire en sorte qu'en cas de violence, en cas de pression, en cas de difficulté pour accéder à des conseils municipaux ou à des informations publiques, eh bien, on puisse se tourner vers lui. Nous, on appelle aussi à un plan national pour sauver le modèle du journalisme local, aujourd'hui très menacé. Et puis, peut-être une dernière idée qui serait celle de promouvoir les initiatives qui vont dans le sens de la transparence et du rapprochement avec le public. Reporters sans frontières et Radio France certifié défend la Journalism Trust Initiative, un standard professionnel. Mais même plus généralement, nous, on pense qu'il faut resserrer les liens, aller donner des gages au public, plus encore. Je crois qu'il n'y a pas d'autre choix que de réconcilier les citoyens, parfois mécontents, et les journalistes. Cette soirée touche à sa fin. Merci infiniment à tous les trois. Merci à Laurent Guimier. Merci à vous, cher public. Une petite dédicace aux jeunes de Vaucresson, de Maison-Alfort, de Montreuil, de Paris, de Courbevoie, de Maurepas et de Viry-Châtillon. Merci parce que vous venez de loin, il est un peu tard. Merci à Reporters sans frontières, au secrétariat général à l'information de Radio France, Éric Kervelec, Estelle Trégouette, Rosanna Scavangeli, Rudy Salibur et bien sûr l'amie Christine Moncla. Et enfin, un grand merci aux équipes techniques d'accueil et de sécurité. Merci beaucoup, bonne soirée, rentrez bien et à bientôt.